Heureux de vous retrouver, comme chaque dimanche et lundi. On était là hier, on est là aujourd'hui. On sera ensemble jusqu'à 16h15 avec, vous allez voir, un contenu assez riche. J'espère qu'on aura le temps de développer tout ce qu'on a à dire aujourd'hui avec nos invités, puisque, voilà, déjà, les premiers invités sont installés, des jeunes Algériens juste exceptionnels. Eux qui sont parfois stigmatisés, qui ont aussi des difficultés. Ce sont des enfants quand même, vous allez le voir, qui ont beaucoup de talent, même s'ils ont quelques besoins spécifiques. Mais cela ne les a pas empêchés d'aimer la vie, de vivre, de montrer qu'ils sont là, qu'ils ont du talent, qu'ils ont des choses à proposer. Et ils seront avec nous dans quelques instants, puisqu'ils font partie aussi de l'association Artisanat et Espoir. Et on voulait vraiment les recevoir pour voir un petit peu ce qu'ils font. Ce que je peux vous dire, c'est que voilà, ça c'est un échantillon, un sac qui a été fabriqué par l'un d'entre eux. Il est magnifique, franchement, il est très très beau. Et on y reviendra dans quelques instants avec eux. Aujourd'hui, bien sûr, nous parlerons également des accidents de la route. Vous le savez, c'est bientôt la fin de l'année, saison hivernale. Le nombre d'accidents, malheureusement, est en augmentation et on fera le bilan avec le commandant Nassim Bernaoui, qui est donc sous-directeur des statistiques au niveau de la protection civile. Et il viendra aussi vous donner des conseils, parce que vous savez, c'est bientôt les vacances, donc il y aura des voyages, il y aura des gens qui vont prendre la route, il va certainement pleuvoir, le brouillard, tout ce qu'il faut faire pour prendre ses précautions et éviter d'avoir un accident de la route. On en parlera avec le capitaine Nassim, commandant Nassim Bernaoui. Et puis une grande partie de l'émission sera consacrée bien sûr à l'histoire, puisque nous sommes le 11 décembre et vous le savez, le 11 décembre, aujourd'hui, nous célébrons le 63e anniversaire des manifestations donc du 11 décembre 1960. Ces manifestations qui ont donc constitué un tournant finalement décisif dans le cours de la guerre de libération nationale. On y reviendra avec beaucoup de détails, avec deux spécialistes, deux journalistes. L'un fait partie de la famille de Canal Algérie, Hassan Arabe, et puis l'autre est un journaliste spécialisé aussi dans l'histoire, mais également les questions internationales. Et on consacrera donc une grande partie à ces manifestations donc du 11 décembre 1960. Voilà, le programme est donné. Restez avec nous. On va commencer tout de suite d'ailleurs en accueillant nos invités. Alors Nabila est avec nous. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Marhaba bik Nabila. Merci. Merci d'être là. Naïl est avec nous. Naïl. Naïl, ça va? Marhaba bik. Et Nassim est à côté de moi. Ça va Nassim? Ça va bien. لاباس؟ الحمد لله. مرحبا بكم. Merci. أنا فرحانة كي جيتوني اليوم. Alors, il faut dire que voilà, les trois font partie de l'association Artisanat et Espoir. Donc, il y a deux mots qui sont très importants. L'artisanat, vous l'aurez compris, ils fabriquent des choses avec leurs mains. C'est un travail très manuel qui demande beaucoup de minutie. Et l'espoir, parce que voilà, eux-mêmes, ils représentent l'espoir, la vie. Et à cette vie, ils s'accrochent. Alors, je connais نبدا بك نبيلة. نبيلة انت واش ديري exactement? Le dessin et la cosmétique. Dessin et cosmétique. Le dessin, c'est-à-dire Le dessin, peinture. peinture. Ah, ouais, mais tu dis معك Il est papiné. les dessins. Les détails, La voilà. prochaine fois, tu reviens et tu Voilà, le ramènes. d'accord, D'accord. ok. Et je قلت لي تاني le dessin et Cosmétique. cosmétique. Le D'accord. savon, les brumes, les... Waouh, tu nous as rien ramené. La prochaine fois, Djibilna. Oui. D'accord. Wassim. Nassim. Pardon, Nassim. Ah oui, Nassim. أنا كاتبة Nassim. La faute تاعي أنا غلط. معليش. Nassim, أنت واش qu'est-ce que tu fais? واش دير؟ On travaille إيه؟ avec mosaïque, Mosaïque, maroquinerie maroquinerie. ou peinture. D'accord. بصح قالوا لي تحب بزاف لو كوير. تحب بزاف الخدمة تاع لو كوير maroquinerie. Tu aimes ça? تحب؟ Oui. وعلاش؟ باسكو وشنو؟ تحب تمس هذاك لو كوير واش تحب فيه؟ أنا حبيت كوسكي مي D'accord. Des quoi? Des cosmétiques. Ah, انت تاني تحب cosmétiques, d'accord. Et comment ça se passe? كيفاش تخدموا في l'association? وين تخدم؟ في الدار ولا وين؟ في l'association atelier. في l'atelier, d'accord. Donc في l'atelier عندك الكوير وتبدا تخدم. واش تخدم؟ باغ اكزومبل حنا رانا نشوفوا الساك. لو ساك هدايا تاع نائل, c'est ça. انت اللي خدمتو نائل لو ساك. Avec quoi? Avec du cuir. هذا تاني c'est du cuir. Mais il est magnifique le sac, hein. Voilà, Soraya, la réalisatrice, est en train de le montrer. Alors si elle me donne l'autorisation, j'aimerais juste le tourner, si c'est possible. Je peux tourner le sac.
Voilà, parce que devant, il est aussi très très beau. On le voit avec... Waouh, il s'ouvre. Hein. En plus, regardez le travail qui est bien fait. Le sac s'ouvre. On peut mettre, par exemple, le téléphone à l'intérieur, n'est-ce pas? On peut mettre des stylos, on peut tout mettre avec une fermeture éclair. Voilà. Oh, magnifique. Franchement, c'est un très très beau travail. Et derrière, vous avez bien sûr la petite poche. Je vais faire la promo parce qu'il est trop beau. Regardez comme c'est sympa. Oh, waouh. Il est magnifique. Donc c'est un échantillon de ce que font ces jeunes qui sont bourrés de talent et qui ne demandent finalement qu'à ce qu'on leur donne la chance de pouvoir s'exprimer, de pouvoir travailler. نائل انت تحب الخدمه تاعك نائل تحب الخدمه درت واش عندك درت لي ساك واش دير تاني موزايك موزايك بصح في هاد مع لو كوير دير غير لي ساك يدير هكا دي بورتوف دي كوا les pochettes les porte-monnaies très bien bravo franchement est-ce que vous avez déjà des expositions vous avez déjà exposé هكا exposé وجاو الناس oui ils ont acheté c'était bien oui ils ont acheté ah donc vous vous êtes fait de l'argent vous avez gagné de l'argent c'est bien c'est très très bien alors les tableaux qui sont on me dit les tableaux qui sont sur le pilier c'est ça oui alors je les ai pas vus moi mais on va les découvrir هاد les tableaux تاعكم oui تاعك انت نايل D'accord. Soraya, j'attends que tu me les montres comme ça, parce que moi, je ne les ai pas encore vus. Mais j'aimerais bien voir les tableaux. Donc, Tatane, de la peinture, le dessin. Vous faites tous de la peinture. Oui, oui bien sûr. Ou quand vous exposez, qui fait que bien. Oui. Parce que les gens, ils viennent. Un travail. C'est un travail. Et justement, vous, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez travailler. Voilà. Pour que les gens viennent voir le travail qu'on a fait. Parce qu'il est très important pour vous. D'ailleurs, on le voit. Waouh, c'est magnifique. C'est toi qui as fait ça? Oui. Oui. Waouh, c'est beau. Et c'est quoi? Qu'est-ce que tu as dessiné? C'est quoi avec le dessin? Le dessin. C'est de la mosaïque. C'est ça? Le détail. C'est quoi? Une maison, je sais pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Elle belle comme chose. Une maison. Voilà. J'ai deviné. J'avais même pas vu, mais c'est incroyable. Il a dessiné une maison. Mais regardez-moi le détail. La cheminée, le toit, la porte. Il a même mis des jarres à l'intérieur. Oh, bravo Naël, franchement. Merci. Bravo, bravo, bravo. Voilà, ça c'est pour vous dire qu'ils ne sont pas très bavards, hein. Ils n'aiment pas trop parler, et c'est normal. Parce que c'est leur travail qui parle. Quand on voit votre travail. Mais quand même, on va dire ce que vous aimez. Parce que ce sont des jeunes, aujourd'hui je ne pourrais pas dire des enfants, hein, c'est des jeunes, bon il y a des enfants aussi, qui ont peut-être, des besoins, aux besoins spécifiques, qui ont quelques difficultés, peut-être à assimiler, ils vont un peu moins vite que les autres, mais ils ont beaucoup de talent, c'est ça. Et ils veulent apprendre, ils veulent travailler, ils veulent vivre finalement comme tout le monde. Vivre juste comme tout le monde, qu'on soit respecté. Hein? انت وش حاب تخدم تحب تخدم وانت تاني وسيم تخدم نخدم تحب غير تخدم ودايما تضحك انت toujours تضحك انا سنيش واسم سنين ناسي c'est bien comme ça il me rectifie ناسم دايما انت تضحك ناسم بيان سور علاش تحب بس كنا نحب نشوف صحابي تحب تشوف صحابك تحب تخدم تحب ترسم تحب دير la maroquinerie. Voilà, c'est une joie de vivre. Et tout à l'heure, je discutais avec une maman, je ne sais pas c'est la maman de qui est dans les coulisses, et elle me disait, en fait, avec eux, ils nous protègent, on se sent protégés parce qu'ils nous apportent beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur. Et on la comprend, hein, parce que franchement, vous êtes juste géniaux, tous les trois. Allah yibarak, vous nous apportez, vous êtes un rayon de soleil, voilà, un rayon de soleil. Mais on va parler quand même, Naïla, je sais que toi, tu aimes beaucoup. J'ai un problème avec les prénoms. Oh là là, سمحولي. Nabila, voilà. Oui. Nabila, Naïl, Nassim. Nabila, على بالي tu aimes beaucoup le sport, oui. le foot. Le foot et le basket, je fais du basket avec Naël. Ah, vous faites tous les deux du basket. Oui aussi. Et Nassim aussi, vous faites du basket. Oui. 5 juillet. 5 juillet 5 juillet. Où est-ce le basket? Basket pour les mains.
Les mains, pour manier les mains, Voilà, c'est c'est très ça. très important. Et vous faites, moi, faites les matchs, haka, Non, on n'a pas encore commencé les matchs. On fait D'accord. des entraînements. des entrées. Et combien de fois? Une fois, 2 par, fois. 2 fois par semaine. Et tu aimes aussi le foot? Oui. À ce qui paraît, Nabila, tu supportes Barça, Madrid? Non. Non, وشنو هما؟ أنا بقى هادو les informations اللي عطاهم لي. Entre ça. D'accord. وتشوفي بزاف les matchs Oui. à la maison. Très football. Oui. برافو. نائل كيف يشوف لي Je sais pas باسكت؟ qu'est-ce انت qu'il y a. تحب الباسكت؟ Je joue du basket. D'accord. ونسيم؟ Le foot. Le foot. عندك une équipe, l'équipe nationale ولا l'équipe كاع les équipes؟ نلعبوا خطأ ماشي بزاف. ماشي من داك تلعبوا ماشي كل يوم. ماشي كل يوم. Voilà, en tout cas, c'est pour vous dire que je voulais franchement leur consacrer cet espace parce qu'ils le méritent tout simplement et à chaque fois on essaye de le faire dans l'émission. C'est vrai que ces derniers temps on a beaucoup été préoccupés par ce qui se passe en Palestine et on continuera à en parler, mais on essaye aussi à chaque fois de donner la parole à ces enfants qui ont tellement de choses à apporter, de la joie, d'abord pour leurs parents et pour la société algérienne, hein, parce que vous avez vu, rien que si on peut revoir, s'il te plaît, Soraya, s'il te plaît, les 2 tableaux de Naël et surtout celui de la maison qui est fabriqué, donc c'est de la mosaïque, mais regardez le détail de son travail, c'est-à-dire voilà, il suffit juste de leur donner l'occasion, l'opportunité et puis ils vous sortent des merveilles comme le tableau qu'on va revoir pour la 2e fois, rien que pour le plaisir des yeux. Franchement, regardez-moi ça, c'est pas du professionnalisme ça, c'est un travail de pro ça. Waouh, elle est trop belle la maison. هذه بعتها ولا مازال؟ Non. مازال؟ non. هذه أنا نشريها عليك. تشريها يبالك. حبيتيها يبالك. خلاص نشريها مور ليميسيون نشريها باسكو فريمون عجبتني بزاف. En tout cas, merci beaucoup les Jito. واش ما تحبيتي تقولي Nabila? Tu veux dire quelque chose? Non, vas-y. Bon, on m'a dit que tu étais un peu timide, mais ça va, t'as parlé Oui, un petit peu. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux passer un message? Tu veux dire quelque chose? Non? Non, je suis pas trop message. D'accord. Ben, on va te laisser, on va te souhaiter une bonne continuation, Merci. une réussite aussi. Merci. Et la prochaine fois, tu reviens avec tes dessins, Oui, s'il bien te sûr. plaît. D'accord? Je vais les finir. Voilà, quand tu finis les dessins, Voilà. tu les ramènes et on les passera avec plaisir. Naël, merci. Saha li djit. Merci. Yatek saha. Merci. Bravo pour le tableau et j'espère que tu vas encore avoir d'autres dessins, des tableaux que tu vas exposer, Inch'Allah. Oui. Merci. Nessim, merci beaucoup les djit. Merci madame. Yatek saha. Merci ou la porte تولي. Bien sûr. Hein? نعاودو نولي. خلاص تعاودوا توليو في 3 avec de nouveaux travaux et puis on remontrera ce sac hein, qui est juste magnifique. Hein? شباب عجبني بزاف هذا الsac. Voilà. Allez, on se retrouvera très très bientôt Inch'Allah. Vous reviendrez et ce sera à chaque fois. Enfin, en fait, la porte vous est grande ouverte dans cette émission puisque à chaque fois on essaye de parler de ces personnes, de ces jeunes qui sont un petit peu en difficulté et il faut juste leur donner la chance, croire en eux. Et croire en leur talent. Voilà, on se retrouve juste après Adan Al-Asr à Alger et ses environs avec d'autres invités. Merci beaucoup. Ya'tikom saha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Voilà, on se retrouve toujours, nous sommes en direct, il y a eu un changement de plateau et nous allons parler donc tout de suite de ce qui se passe en ce moment malheureusement sur nos routes. Vous le savez, avec ces nombreux accidents de la route qui sont en baisse, en hausse, après je sais pas, on va confirmer ça avec bien sûr Nassim Bernaoui qui est donc sous-directeur des statistiques au niveau de la protection civile. Et chargé de la communication ou pas ? Oui, toujours chargé de la communication. Parce que voilà, des fois je ne veux pas dire de bêtises. Donc déjà, sous-directeur, c'est nouveau, hein, Voilà. des statistiques. Félicitations. Merci. L'Arqoubal directeur au Maktar. Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà, parce que Nassim, il le mérite tout simplement. Et c'est quelqu'un que j'adore et que tout le monde aime parce que voilà, il est tellement gentil et surtout professionnel. Hicham Bernaoui. Voilà, je ne sais pas ce qui m'arrive Et aujourd'hui. Nassim Daou. Voilà. Hicham Daou, bonjour. Bonjour Lilia. Ça va? Ça va très La bien. baisse. Alhamdoulilah. Merci d'être là encore une fois. Parce que nous sommes Nassim. Alors, Nassim Bernaoui, c'est vrai que on va parler un petit peu. On a choisi cette période parce que c'est bientôt les vacances scolaires, Exactement. parce que c'est la fin de l'année, parce qu'il va y avoir, bon, il y a eu quelques pluies, ensuite le temps, on a revu un petit peu de chaleur, etc. Ça va mais revenir le week-end. Ouais. Ça va revenir, le temps va encore changer. Donc la pluie, la neige, le brouillard et tout cela, ça provoque des accidents de la route. En fait, ce n'est pas le temps qui provoque des accidents de la route, Voilà. c'est le les gens qui ne comportement. font pas attention, Voilà. n'est-ce pas? Exactement, c'est le comportement. Tout d'abord, bonsoir, merci pour l'invitation. Certes, concernant tout ce qui concerne la sécurité routière, certes que généralement cette fois-ci, on est légèrement à la baisse, Et légèrement. pourtant, il y a des articles que j'ai Ouais. lus qui disent qu'on est en hausse. Légèrement. Donc, en hausse par rapport peut-être à l'année dernière, à la même période J'ai dit légèrement. ou là, c'est des périodes, C'est des c'est des semaines par rapport à des d'autres. semaines, exactement, c'est des semaines par rapport à l'autre. Cette semaine, on a une accalmie par rapport à la semaine passée. Il y a une instabilité en matière du chiffre. Oui. Les dernières 24 heures, on est à 6 morts et plus de 130 blessés. Avant-hier, on était à 0 morts. On était très contents. Dans la journée Ça ne dure pas, malheureusement. Voilà, exactement. Le 10 décembre, on a eu 0 morts sur place. Donc, c'est qu'il y a eu beaucoup d'accidents de la route. Il y a eu des cas de touchés de blessures graves, mais 0 morts. Mais le lendemain, c'est 6 morts. Donc, le week-end, le bilan hebdomadaire avant cette semaine, c'était à 45 morts. Par la suite, il y a une accalmie. Et généralement, c'est cette instabilité qui inquiète. Oui. Donc, le dernier, c'est-à-dire drame qui s'est produit à Oulad Jellal, 8 morts et 15 blessés, donc 9 blessés par blessure ici choqués. Donc, ça rend, c'est-à-dire une instabilité et ça fait augmenter les chiffres, d'abord. Et même avec le retour, c'est-à-dire des intempéries, la pluie, etc. C'est ça. Et suite au comportement des conducteurs plutôt, donc ça favorise des accidents de la route, notamment l'excès de vitesse, le non-respect de code de la route, les manœuvres dangereuses et aussi
le comportement du propriétaire du véhicule, notamment sur l'entretien, la vérification, quelques outils qu'il faut avoir à bord de son véhicule, qu'est-ce qu'on doit vérifier, la période hivernale par rapport à la période estivale. Oui. Donc, Parce que quand on voit, pardon, Nassim Bernaoui, quand on voit ces images qu'on est en train de montrer, on est désolé, hein, c'est des images très très cruelles, choquantes, qui peuvent être choquantes, mais c'est la réalité de ce qui se passe sur nos routes. C'est catastrophique. C'est ça. catastrophique, exactement. Voilà, et la protection civile toujours là, présente pour c'est des essayer images de sauver des vies. C'est des images qu'on n'aimerait pas voir, c'est-à-dire, mais nous, on est confrontés à les voir tous les jours, malheureusement. C'est-à-dire, et même aussi les victimes des accidents de la route. Ouais. Allez-y les voir, rendez leur visite, voir leur état, notamment au niveau des hôpitaux, comment leur vie a changé, a basculé. En quelques secondes. Donc, suite à des comportements, c'est-à-dire notamment, quand je vous ai dit que les chauffards, notamment, pardon pour le terme, et ceux qui ne se rendent pas compte que l'accident, ce n'est pas une fatalité. Qu'un jour, je serai victime d'un accident de la route ou cause d'un accident de la route dramatique, ou c'est-à-dire être une cause du décès. D'une personne, deux personnes, rendre des femmes veuves, des enfants orphelins. Et c'est ça le drame, c'est après l'accident. Allez-y voir, qu'est-ce qu'il y a après l'accident. Alors, oui, non seulement, voilà, on pense à ces personnes qui, après l'accident, leur état, il y en a qui perdent l'usage d'un bras, d'une jambe, qui sont défigurés, un handicap. Il y en a qui décèdent carrément par la suite, 1 mois, 2 mois, et même plus. Parce qu'ils n'ont pas pu, voilà, leur corps n'a exactement. Parce que c'est des polytraumatisés, donc même s'ils subissent des interventions chirurgicales, par la suite ils décèdent parce que les blessures elles sont très très graves. Même si la prise en charge elle est faite à temps, et des fois il y a des personnes qui décèdent. Il y a plusieurs personnes qui décèdent. Nous, par exemple, actuellement on est à plus de 1600 personnes décédées sur le lieu d'accident depuis le début de l'année. Le lieu d'accident. Il y a combien de personnes qui décèdent au niveau des hôpitaux? Là, c'est des centaines de personnes qui décèdent au niveau des hôpitaux. Et c'est des milliers de personnes qui sont blessées. On dépasse les 62 000 personnes blessées qui ont été prises en charge au niveau des hôpitaux, sur place, par la suite l'évacuation aux hôpitaux. Donc, avec une moyenne de plus de 150 interventions par jour de la protection civile et les autres services intervenant avec nous. Donc, c'est plus de 12% du volume d'intervention de la protection civile annuellement. C'est les accidents de la route. Jusqu'à quand? On ne le sait pas. Si on compare avec le nombre du parc national, automobile national, il n'est pas formé en Algérie. Ça ne dépasse pas plus de 7,5 millions, je pense les 8 millions et demi avec le réseau routier qu'on a. Normalement, on n'arrive pas à ces chiffres, normalement. Mais ce qu'on voit comme comportement, on revient toujours, c'est toujours numéro 1, c'est bien sûr, le facteur humain et la vitesse. C'est toujours la vitesse qui vient en premier. En premier lieu, bien sûr. La vitesse en premier lieu, ce qu'on voit sur les routes, malheureusement, sur les voies express, sur les routes nationales, sur les autoroutes, ce qu'on voit, c'est des gens que, par exemple, c'est comme si c'est un circuit de Formule 1. Oui, parce que quand on voit des images comme celles qu'on est en train de voir, l'image parle d'elle-même, et quand on voit l'intensité de l'accident, comme par exemple juste cette photo qu'on est en train de voir, on comprend tout de suite c'est la vitesse. C'est la vitesse. Parce que même si on a un accident, je ne sais pas, il peut y avoir d'autres causes, mais peut-être l'accident sera plus léger. Mais là, on comprend tout de suite que c'est la vitesse. Soit la vitesse, facteur, soit la somnolence au volant. Somnolence au volant. Voilà. C'est presque la même chose. Parce que quand on est fatigué, les longs courriers, on a envie de dormir, automatiquement c'est un accident, donc on est percuté ou on percute. C'est impardonnable. C'est impardonnable. Surtout la somnolence, la fatigue. Donc, même si on est fatigué, tout d'abord, c'est qu'on commence à avoir des signes. On a envie de changer de position. On a des fourmillements au niveau des yeux, on commence à avoir un peu mal. Là, il faut s'arrêter carrément. Mais prendre 10 à 15 minutes de sommeil, c'est suffisant pour reprendre la route. Bah oui, c'est récupérateur, donc on récupère en un quart d'heure. Même ça dit 3 heures de route, il faut s'arrêter. Carrément, il faut s'arrêter carrément, je ne sais pas, aller faire des courses, aller faire la prière, faire un tour, ça veut changer d'environnement, c'est très important, ça vous aide à vous reconcentrer sur la route. Donc marcher ne serait-ce que 5 à 10 minutes, donc ça vous soulage physiquement, prendre je ne sais pas, des boissons, du thé, du café. Oui, parce qu'il y en a qui prennent la route et qui se disent, il faut que j'arrive à... Il ne faut pas que je m'arrête pour gagner du temps. Voilà. Si je m'arrête au relais, je vais perdre du temps et tout. Exactement.
Et puis là, c'est vraiment la chose à ne pas faire. Ben, c'est l'erreur. C'est l'erreur. Il faut s'organiser, c'est une question d'organisation. J'ai un chemin à parcourir de 4 heures à 5 heures. Je ne peux pas le faire en 2 heures. Si je vais le faire en 2 heures, c'est que j'ai pris des risques énormes. Oui. Certes que des fois on arrive, et des fois on n'arrive pas. Oui. Des fois on n'arrive pas et Exactement. des fois on provoque des accidents. Il y a aussi il y a ce cercle vicieux, M. Bernaoui, dans le comportement. C'est-à-dire les gens se précipitent pour aller vite et rejoindre leur lieu de domicile ou lieu de distinct de travail, mais quand ils arrivent, ça veut dire le motif n'est pas valable. Ils font absolument rien. Oui, ils sont pressés pour rien. Et on arrive fatigué, stressé, parce qu'on a tendance, c'est-à-dire utiliser de la vitesse, faire des manœuvres dangereuses. Ça demande plus de concentration, ça demande des fois c'est la conduite défensive, ça vous rend très défensif, très énervé et stressé. Vous voyez, quelqu'un qui roule à 180 km/h et quelqu'un qui roule à 120 km/h, c'est 20 minutes entre les deux personnes. C'est uniquement 20 minutes, c'est pas des heures. C'est-à-dire, on ne peut pas se justifier, je dois me rattraper, je dois arriver vite. C'est question de quelques minutes, ni plus ni moins. C'est vrai. Alors justement, là, il va y avoir vous reviendrez de toute façon parce que je pense qu'on parlera aussi des enfants. C'est très important de parler des enfants. Mais moi, je voudrais m'arrêter aussi sur les écoles en ce moment, parce que bon, ils ne sont pas encore en vacances. On consacrera tout un chapitre, mais quand même quelques mots sur les enfants. Parce que selon un invité que j'avais eu de la délégation nationale de la sécurité routière, il me disait que rien que cette année, il y a eu à peu près 500 enfants qui sont décédés. Si ce n'est plus, c'est un chiffre approximatif, c'est 500 enfants. La plupart, c'est des enfants percutés. La plupart, c'est des enfants percutés à la sortie des écoles. Exactement. C'est ça. À la sortie de l'école ou bien le chemin en allant vers l'école. On parle de toute l'Algérie. Voilà. Donc là, que les utilisateurs de la route, il faut qu'ils fassent très attention, les horaires de l'école. Il faut faire très attention, notamment entre 7h à 8h, à la sortie entre 11h, qu'à midi à 13h. Voilà. Il faut faire très attention, notamment dans des zones d'agglomération à proximité des écoles. Il faut être très vigilant parce qu'un enfant à bas âge de 6 ans, de 7 ans, on ne peut pas le voir déjà. Déjà, il a sa morphologie, elle est minime, donc on ne peut pas la voir. D'ailleurs, les experts de la sécurité routière mondiale disent qu'il faut s'habiller comme la barre que vous avez vous ici à protection et même des couleurs flashy. Ils conseillent aux parents d'habiller leurs enfants le matin avec des couleurs fluo et flashy, comme ça on les voit. On les voit, voilà. On les voit. Et aussi, ça veut expliquer aussi qu'on est responsable. Oui. Si on prend le volant, on prend le véhicule, donc on est responsable sur sa sécurité et sur la sécurité de tout le monde, parce qu'on ne conduit pas pour soi-même. On conduit pour tout le monde. Parce qu'on est tous concernés par on vient de le voir dans un slogan, on est tous concernés. Le code de la route, il est initié, c'est pour, c'est-à-dire régulariser et faciliter et aussi rendre tout ce qui appartient à César, c'est entre les automobiles. Exactement. Voilà, que chacun a son droit, c'est un respect mutuel et personne n'est au-dessus de l'autre. Tout à fait. On est sur la route. En fait, la route, il faut la partager. On recevra normalement la semaine prochaine un expert en sécurité routière qui, lui, est établi à l'étranger. Il est de passage et j'en ai profité, bien sûr, pour l'avoir avec nous. Donc, lui, franchement, c'est vraiment un professionnel et il viendra, vous allez voir, vous parler de sécurité routière. Mais Nassim Bernaoui, pour rester dans le sujet et l'actualité en ce moment, il va y avoir les vacances. Et c'est la fin de l'année. Et on sait très bien que la fin de l'année, malheureusement, il y a toujours des accidents de la route. Malheureusement. Ça roule n'importe comment, surtout le jour de l'an, le dernier jour de l'année, ces 3-4 derniers jours où les gens prennent la route, ils vont dans d'autres villes, ils voyagent, ils vont célébrer la fin de l'année. Et souvent, il y a des enfants avec eux derrière. Donc, qu'est-ce qu'il faut leur dire à ces gens ? Exactement, ça coïncide avec les vacances scolaires. Donc, il y aura plusieurs personnes qui vont prendre leur congé. Ils vont être destinataires de différentes destinations de vacances. Donc, que ce soit sur son véhicule, ou bien dans un cadre organisé. D'accord ? Même, c'est-à-dire pour les conducteurs professionnels, conducteurs de bus, etc. Il faut faire très attention. Tout d'abord, il faut entretenir son véhicule, que ce soit bus, automobile, etc. C'est très important, notamment les pneumatiques. Il faut les changer. Il y en a qui ne doivent même pas les vérifier. Système de freinage aussi. Voilà. La pression des pneus, très important aussi. Le système de freinage, très important. Et aussi, respecter le nombre de sièges. Déjà, des fois, on assiste à des accidents
on trouve 8 à 9 personnes, 10 personnes à bord d'un petit véhicule, c'est-à-dire avec les enfants. Donc, des personnes adultes, en plus 3-4 enfants. Quand c'est-à-dire le véhicule prend plus de charge que ce qu'il faut, il perd toutes les caractéristiques nécessaires, notamment le système de freinage. Le système d'équilibrage, de parallélisme est très important aussi. C'est des défaillants, notamment les premières pluies, ça rend la chaussée glissante, donc facilement on aura des dérapages, on aura des renversements. Et ça a été prouvé par des enquêtes approfondies par les services de sécurité, les causes de l'accident. Ça, avant les départs, très important. Donc si, à la veille du départ, si on trouve que le climat est défectueux, donc c'est-à-dire c'est les intempéries. Éviter de voyager. On peut, c'est-à-dire reporter, ou bien être à l'écoute et suivre l'évolution du BMS, notamment quand il s'agit de la pluie, de la neige, et surtout là où des régions il fait très froid, on a de la grêle, on a du verglas le matin notamment, et il faut, c'est-à-dire tarder un peu de prendre les départs. Il faut s'équiper tout d'abord. On a parlé, c'est-à-dire des outils du véhicule, notamment les balais d'essuie-glace. Il faut les changer, il faut que les balais soient neufs. Donc quand on essuie, on aura une visibilité très claire, que ce soit pour la neige, la pluie, le brouillard. Et aussi le bidon lave-glace, il faut le remplir avec du produit antigel, pas avec de l'eau. Parce que le produit antigel, le lave-glace, il est fait pour, c'est-à-dire, vous donner une visibilité très claire. Tout ça, il y en a beaucoup qui évitent d'y penser. Ils démarrent et... Et aussi, pardon M. Bernaoui, c'est juste, je reviens toujours au comportement du conducteur. C'est-à-dire les gens achètent des véhicules à 4 millions, 5 millions de dinars, mais pour aller acheter une pièce des accessoires d'origine, ils préfèrent acheter le deuxième, quatrième, voire cinquième choix. Donc c'est tout est dans le comportement. L'outil, c'est-à-dire la voiture n'est pas considérée comme un outil de déplacement. Ça nous pousse à en parler, ça, de l'investissement sur la sécurité du citoyen. Des fois, on devient radin, c'est-à-dire que même la valeur du véhicule par rapport à la pièce de rechange, qui est nécessaire pour la changer, on met du temps. C'est pas aujourd'hui, c'est demain, ça peut tenir des fois quelques temps, mais on ne sait pas. Exactement. Et c'est ça, des fois, pas uniquement sur les accidents de la route, même d'autres accidents liés à la vie courante. Donc, d'autres accessoires qu'il faut aussi il faut s'équiper, même sur les longs courriers. Vous allez traverser des wilayas où ça va neiger, il y a de la grêle. Il faut être muni d'une trousse de soins, premiers secours, des couvertures, des gants, des gilets de sécurité, des triangles de signalisation. C'est des trucs où peut-être vous allez être bloqué quelques moments le temps d'arriver. Sans parler de la chaîne, ça c'est le dernier souci. La chaîne, c'est pratiquement parce que conduire, culture. Il y a différentes manières de conduire. Conduire quand il fait beau, c'est pas conduire quand il pleut. La route, c'est pas la même chose. Quand il y a aussi du brouillard, de la brume le matin, ça aussi il faut faire surtout très le brouillard attention. Et la brume, surtout le brouillard et la brume. Certains ne savent pas est-ce qu'ils allument leur feu ou les éteignent. Est-ce qu'ils allument le phare ou les anti-brouillards. Donc là, on apprend, c'est vrai qu'on apprend au niveau des écoles d'auto-école, de conduite, mais par la suite, on oublie. Oui, mais ça reste un autre débat. On reviendra sur les auto-écoles. On a la technologie entre nos mains, c'est-à-dire un petit clic sur votre smartphone, vous allez trouver tous les consignes et les conseils nécessaires, c'est-à-dire pour être à l'abri. Mais rappelez-vous, vous êtes responsable de vos actes, surtout ce qui se passe après l'accident. Tout à fait. Alors, est-ce que la protection civile a une campagne spéciale ces les jours qui vont venir? Parce que je sais que vous ne vous arrêtez jamais. D'ailleurs, avant de partir, vous nous direz quelques mots aussi sur ceux qui vont aller faire de la randonnée. Et malheureusement, on a vu ce qui s'est passé. 2 week-ends de suite. Voilà, 2 week-ends de suite avec ce groupe de randonneurs où les éléments de la protection civile ne se sont pas arrêtés, n'est-ce pas? On va y revenir dans quelques instants. Mais est-ce qu'en ce moment, vous avez une campagne? Est-ce que le dispositif de la protection civile va être mis en place? C'est les jours qui vont venir. On va renforcer un petit peu. On va renforcer, bien sûr, avec tout ce qui est dispositif préventif, la sensibilisation. Certes qu'on est branché actuellement beaucoup plus sur le monoxyde de carbone, mais on attend, c'est-à-dire avant la fin de l'année, c'est-à-dire pour entamer ne serait-ce que des jours de sensibilisation sur la sécurité routière, les accidents de la route, notamment au niveau des mosquées, parce qu'il y a
une masse très importante Oui. de responsables, c'est-à-dire des personnes adultes, là où le message parvient très bien. Et aussi, donc, en collaboration avec le DNS, généralement, ils font des actions de sensibilisation avant la fin de l'année. Même les services de sécurité, la gendarmerie et la police procèdent aussi des actions de prévention, de sensibilisation. Pour ce qui est opérationnel, tout à fait normal, mettre un dispositif de sécurité, notamment au niveau des axes routiers ou pratiquement des tranchants noirs. C'est pour participer à réduire la vitesse ou bien intervenir en temps rapide pour, c'est-à-dire secourir les personnes victimes des accidents de la route, parce que l'intervention rapide, la prise en charge, l'adaptation des victimes avant l'évacuation aux hôpitaux très très importante pour c'est-à-dire donner chance Oui. à la victime de survivre, D'accord. même si elle subit des blessures graves. Si c'est qada Allah wa qadar alayhi. Oui. Donc des fois malheureusement les personnes décèdent. Mais on y reviendra encore une fois. Hein. Moi, quand vous êtes disponible, je vous invite, Nassim Berraoui, parce qu'il y a tellement de choses à développer avec vous sur la sécurité routière, et notamment quand on assiste et quand on est témoin d'un accident de la route, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut surtout pas faire, parce qu'il y a des gens qui veulent aider, et ils veulent, c'est normal. C'est clair et net là. C'est le pass protéger, alerter et secourir. Si on a des notions de données sur le secourisme, on peut procéder à aider. Si on ne sait pas, on n'a pas des données, vaut mieux toucher à la personne, parce qu'on peut, c'est-à-dire aggraver des blessures. Voilà. Très bien. Sinon, appelez tout simplement le numéro 10-21. vert. Voilà, qui s'affiche tout de suite le 10-21 de la protection civile. On est en train de voir donc le numéro vert que vous connaissez, celui de la protection civile, et ils seront là, ils sont toujours là présents. Enfin, ils essayent, hein, parce que des fois ils sont vraiment dépassés par tout ce qui se passe. Et justement, dernier mot peut-être, Nassim Berraoui, on va ouvrir la parenthèse des randonnées aussi, de ces randonneurs. Vous en êtes où aujourd'hui ? Donc on a eu 2 cas, 2 week-ends d'affilée, toujours au niveau du Tikijda à la Guilef. Ce week-end dernier avec 36 personnes et le week-end d'avant c'était 49 personnes. C'est des jeunes, entre jeunes et adolescents, donc du wilaya intérieur qui voulaient profiter de la neige. Donc ils ont vu le BMS directement, ils ont pris départ. Donc à chaque fois, c'est le conseil principal, éviter de se déplacer et de se rendre dans ces lieux quand il y a les BMS, c'est toujours en cours. C'est-à-dire il neige en cours. Alors, on ne sait pas là, des fois, le BMS, il est en cours, mais directement, il y a une prolongation du BMS. Ça devient très sérieux. Donc, on peut être, c'est-à-dire bloqué, victime. Notamment, c'est-à-dire ils n'étaient pas équipés. Tout ce qui est nécessité pour faire de la randonnée, parce qu'il faut un équipement spécial, de la chaussure jusqu'à tous les vêtements, avec un équipement qui nous facilite, c'est-à-dire de les retrouver, même la façon d'habiller, les couleurs, et aussi, ne sont pas dotées ni carte, ni lampe, déjà, il faut signaler. Il faut signaler la présence, il faut signaler l'itinéraire, que ce soit au niveau de la protection civile, que ce soit au niveau des services. Là, ils partent tout seuls à l'aventure et ils n'alertent personne. Exactement. On sait qu'il y a un groupe qui se trouve dans tel lieu. Et si on lui rapace des traces, on sait qu'il y a un petit problème. Donc on commence à procéder à la recherche et on sait d'où commencer jusqu'à la fin. Tout à fait. Ça facilite le travail. Les 31 personnes de Tel Aguilef, ils étaient dans un lieu très très difficile. Il fallait faire intervenir le groupe de recherche en milieu périlleux, c'est-à-dire pour sécuriser le chemin des équipes intervenantes et le retour avec les personnes qui étaient bloquées. Et donc, il faut faire très attention. On répète, il faut signaler leur présence. S'équiper de ce qu'il faut, notamment les cartes géographiques, des lampes, même les vêtements, des chaussures adaptables pour éviter des blessures, etc. Ça fait partie aussi de ton rôle. Hein. Toi qui fais la promotion du tourisme, il faut en parler aussi de ça. Et leur dire qu'il y a des périodes où il ne faut pas aller faire de la randonnée. Parce que c'est un créneau nouveau, donc il faut vraiment sensibiliser dans ce sens-là. Ce sens, oui. Très bien. Merci beaucoup, capitaine Nassim Berraoui. Capitaine, toujours là. Commandant. أنني خلطتها اليوم ما فهمتش. Donc, commandant
commandant et en plus sous-directeur des statistiques. Oh là là, c'est un plaisir, c'est un honneur. Donc on vous souhaite, voilà, il le mérite hein, parce que tout ce qu'il fait, il ne s'arrête jamais aussi. Donc commandant Nassim Bernaoui qui était avec nous aujourd'hui et qui reviendra. Donc dès que c'est possible. Avec plaisir. Parce qu'il y a encore, mais tu reviendras avant la fin de l'année encore, Bien la semaine sûr. prochaine si tu veux, l'autre semaine. Comme ça, on va faire de la sensibilisation au maximum. Avec plaisir. Parce que la période vraiment s'y prête et surtout qu'il va y avoir un BMS très bientôt, dans jeudi. Normalement, le temps devrait changer. Donc, j'espère que vous ferez attention à tout ce que le commandant Nassim Bernaoui vous dira, parce que c'est un homme de terrain, donc il sait de quoi il parle. Voilà, merci beaucoup. Merci, c'est moi. À très bientôt. Voilà. Vous restez avec nous. La dernière partie, bien sûr, et la plus grande partie sera consacrée au 63e anniversaire, bien sûr, des manifestations du 11 décembre 1960. Et oui, des manifestations qui ont donc constitué un tournant décisif dans le cours de la guerre de libération nationale. On en parle avec deux spécialistes dans quelques instants. Hicham Dao aussi a décidé de cadrer, d'adapter sa chronique avec, bien sûr, cet événement et cette date ô combien importante pour notre histoire. On joindra tout cela bien sûr à la Palestine. Vous allez voir qu'il y a un rapport et c'est tout à fait normal entre l'Algérie et la Palestine. C'est une grande histoire d'amour, fidélité aussi. Et justement, le meilleur exemple, l'un des meilleurs exemples, c'est ce petit garçon qui est palestinien. C'est un jeune artiste qui a à peine 8-9 ans et qui a décidé de reprendre une très très belle chanson de Rabah Dergues Allah yarhamou, Yahya Oulad Bladi, mais c'est un Palestinien qui la chante pour l'Algérie. Et voilà donc tout le respect qu'a ce petit garçon. D'ailleurs, c'est un échantillon, hein, il représente un petit peu les Palestiniens, le respect qu'ils ont pour l'Algérie et vice-versa, puisque c'est un jeune Palestinien qui a décidé de reprendre un classique, à savoir Yahya Oulad Bladi de Rabah Dergues Allah yarhamou, et qu'il a dédié à l'Algérie. Et franchement, bravo à ce petit Palestinien. Alors, je vous l'avais dit, hein, aujourd'hui nous sommes le 11 décembre, nous célébrons le 63e anniversaire de des manifestations du 11 décembre 1960.
Et qui de mieux pour en parler que, bien sûr, celui que vous connaissez, que vous avez l'habitude de voir sur Canal Algérie. Il s'agit bien sûr de Hassan Arab, qui est donc journaliste spécialisé en histoire. Bonjour Hassan. Bonjour Lilia. Ça va? Ça va. Normalement, on Ravi d'être parmi vous dans cette sympathique émission. Eh ben, c'est très gentil. C'est un plaisir de te recevoir. Et juste à côté de toi, bon, j'aurais dû commencer par lui, mais lui aussi il a l'habitude de passer à Canal Algérie. Donc ça va. Alors, avec nous, Sami Qaïdi. Non, Qaïdi. Voilà, Sami Qaïdi, qui est donc journaliste au quotidien, donc El Moudjahed. Exactement. Et vous êtes aussi spécialisé l'histoire et surtout des questions internationales. Bonjour, merci d'être là. C'est toujours aussi un plaisir d'être parmi vous. Merci, c'est grâce à Hassan hein, que je vous ai invité. C'est lui qui m'a beaucoup parlé de vous, il n'a fait que des éloges. Donc voilà, vous êtes là tous les deux. Hicham aussi va se joindre à nous parce que Hicham aussi est très passionné par l'histoire et donc il a cadré même sa rubrique avec cela. Mais d'abord, on revient donc sur ce 63e anniversaire donc, des manifestations du 11 décembre 1960. Quelques mots déjà pour dire qu'est-ce que cette date signifie. Parce on que va commencer l'Algérie... par une formule un petit peu toute faite. Hein. Ouais. On dit que c'est un tournant décisif dans l'histoire de la lutte du peuple algérien pour son indépendance et un tournant historique dans l'histoire de la guerre de libération nationale. On dit que c'est le peuple qui a fait basculer les choses au profit de la cause nationale, au profit de l'indépendance de l'Algérie et au profit de ce que le peuple avait clamé haut et fort à l'époque, l'istiqlal. C'est ça l'objectif d'ailleurs de ces manifestations. Alors, ma question sera toute simple. Comment ça a commencé? Comment ça a commencé... Qu'est-ce qui a cogité avant pour que les Algériens sortent tous ce 11 décembre? C'était un sursaut, un sursaut du peuple algérien parce qu'il y avait justement un complot. Donc on parle à l'époque, il y avait véritablement un complot qui visait la partition de l'Algérie. Donc le général de Gaulle à l'époque, il avait un plan parce qu'il était en visite en Algérie quand ces manifestations ont commencé. De Gaulle devait entamer une tournée en Algérie et dans ses bagages, il avait un projet de partition et d'imposer ce qu'il appelait à l'époque la troisième voie. Qu'est-ce que la troisième voie? C'est l'Algérie française, c'est ça? Oui, l'Algérie française. Voulait, lui. Exactement, l'Algérie française. Mais c'est quoi les gens? C'est quoi l'Algérie française? C'est d'imposer un gouvernement, parce qu'il l'avait fait en Afrique. À partir de janvier 1960, il avait commencé à appuyer des gouvernements acquis aux intérêts français. Donc il voulait exactement calquer le même modèle et l'imposer en Algérie, c'est-à-dire imposer un gouvernement composé d'un certain nombre de personnalités acquises. Et on a les noms. C'est pas aujourd'hui qu'on va évoquer donc cette histoire. Donc il voulait imposer cette troisième force en Algérie pour continuer à s'accaparer des richesses de l'Algérie. Ça d'un côté. Mais il avait également un plan de partition, c'est-à-dire dans sa tête, il fallait séparer surtout le sud algérien du nord. Et il avait comme projet l'Algérie algérienne. Donc il voulait tromper l'opinion nationale. L'Algérie algérienne, les gens, on a essayé de mobiliser d'abord à Timouchen des gens pour clamer justement ce slogan. Et puis, au même moment, les ultra-colonialistes, c'est-à-dire les pieds noirs, qui ne voulaient pas donc cette manière de faire de Gaulle, avaient lancé, eux, l'Algérie française, évidemment. Donc ils ont appelé à une grève générale en Algérie. Et les Algériens, donc, les uns voulaient donc ramener des Algériens d'un côté, c'est-à-dire les gaullistes, et les pieds noirs voulaient également gagner les Algériens, leur cause. Donc ça a commencé par une provocation, c'était les ultras, qui voulaient impliquer les Algériens dans leur démarche. Et les Algériens, quand ils sortent, ils ne vont pas clamer
l'Algérie française, ni l'Algérie algérienne. Ils vont dire Algérie musulmane. C'était une manière pour eux de se démarquer du projet néocolonialiste de De Gaulle et du projet colonialiste des Pieds Noirs. Donc c'est pourquoi j'ai dit que c'était un sursaut du peuple algérien qui a réussi en moins d'une semaine, c'est-à-dire les 3 jours, parce qu'il y avait vraiment 3 jours. Parce que pourquoi je parle de 3 jours le 11 décembre, c'est pas simplement Alger. Non, c'est partout. C'est partout. C'est dans toutes les grandes villes. C'était à Timouchet, Des milliers d'Algériens qui sont sortis. Pourquoi Alger? Parce qu'à Alger, il y avait beaucoup de morts. À Oran, il n'y avait pas des morts, parce que ça a commencé à Oran. Parce qu'il y avait une rumeur à Oran, disons aux Algériens, voilà, il y a un massacre, on a commencé à massacrer, à bastonner les Algériens à Timouchet, donc il y avait un sursaut. Donc le peuple était déjà prêt. Ils sont sortis, mais c'est à Alger où les choses vont prendre de l'ampleur. Et l'appel du peuple, c'est-à-dire la stratégie du Front de Libération Nationale qui a agi vite, a pu maîtriser donc, ces manifestations en leur donnant une perspective bien précise, inscrite dans la démarche du Front de Libération Nationale et du gouvernement provisoire de la République algérienne, GPRA. Parce que Merci beaucoup pour je termine, parce que le peuple, il a clamé, c'est vrai, Algérie musulmane, mais il a renouvelé, si vous voulez, d'une manière indirecte, son mandat au GPRA et a exprimé ouvertement et fortement son soutien à la démarche du Front de Libération Nationale et du GPRA. Merci, vous avez fait un beau résumé, Hassan Arabe. Vous êtes professeur d'ailleurs, ça se voit. Quand on est enseignant, on explique bien les choses et surtout, c'est important de bien expliquer et bien raconter l'histoire. Alors, je me tourne vers vous, Samy, pour parler peut-être un petit peu, c'est important aussi de parler, vu ce qu'on vit actuellement, ce que vivent nos frères palestiniens, et rester toujours sur ces manifestations du 11 décembre, puisque sur le plan médiatique, ces manifestations, à l'époque, ont fait vraiment du bruit. Alors tout à fait. Je vais aussi me permettre de continuer et de poursuivre dans la droite ligne de mon confrère Hassan, ici présent, pour dire que cette date a été un tournant historique et décisif. Pourquoi? Parce que le 11 décembre détruit définitivement la dernière tentative française d'imposer en fait une poursuite de la colonisation avec des moyens déguisés et internationalise c'est ça. La cause algérienne. Et dans cette droite ligne, il faut rappeler que le peuple algérien qui est sorti pour parler d'une seule voix et aussi casser cette tentative aussi de séparation, parce que les Français, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient il n'y a pas de peuple algérien, il y a voilà, c'est des tribus, etc. Et là, voilà, une poussière de tribus. C'est les propos employés par De Gaulle, par l'établissement colonial. Et il faut dire que tout ça, tous ces propos sont détruits par la réalité du terrain, qui est que les Algériens sortent en masse pour parler d'une seule voix. Et 3 jours après, il se passe aussi un événement très important, c'est que le 14 décembre 1960, l'ONU, donc l'Organisation des Nations Unies, adopte aussi la résolution 1514 qui stipule que les peuples opprimés, colonisés ont le droit à l'autodétermination. Et donc en fait, ils accompagnent. Donc le peuple algérien a permis aussi de balayer l'ensemble des colonialismes. Oui, et à l'époque, justement, il n'y avait ni Facebook, ni rien du ni tout. Twitter, il y avait rien. C'est-à-dire, il n'y avait pas ces réseaux sociaux. Je trouve à l'époque, il y avait un journaliste américain en Algérie. D'ailleurs, il a été approché parce que quand un journaliste arrive, il est pris en charge par le 2e bureau, c'est-à-dire les services de renseignement français. Et puis, l'UFLN a tout fait pour contacter ce journaliste à qui on lui a dit il faut faire un travail professionnel, c'est-à-dire écouter les deux parties. Et c'est comme ça, quand il repart et il assiste à ces manifestations, il va appuyer, parce que 1960, c'est la période où l'opinion américaine commence à lâcher. Cet allié traditionnel et important de la France commence à lâcher la France. Et puis avec
avec l'initiative Kennedy à l'époque du sénateur, plus cette presse américaine qui a commencé à s'intéresser au plus près à la question algérienne, l'opinion américaine a été gagnée. Donc, et c'est la prouesse du FLN, c'était de travailler pour avoir les appuis des deux blocs. On était en plein guerre froide. Et c'est peut-être le moment également de démarcation pour le côté notamment colonialiste. L'Algérie va gagner sur le plan international. D'ailleurs, certains parlent de bien fou politique et diplomatique de la France à l'époque. Ça va devenir un exemple aux yeux du monde oui, un entier. exemple. D'ailleurs, elle va léguer ce qu'a dit mon ami Sami. C'est grâce à la révolution algérienne qu'il y a eu cette adoption de la résolution 1514, qui est un legs de la révolution algérienne à tous les peuples opprimés, en Afrique notamment et en Asie. Et justement, on est en plein dedans avec ce qui se passe, bien sûr, en Palestine occupée. Justement, qu'est-ce que vous avez à dire sur ça, Sami, quand vous faites le parallèle entre les deux? Alors, quand je fais le parallèle entre les deux, je constate que le colonialisme n'a pas changé d'un iota. Sa sauvagerie et sa barbarie est la même. Et il faut dire que comme l'avait dit le général Giap, c'est un mauvais élève. Et on le constate aujourd'hui. C'est-à-dire que le colonialisme français hier, le colonialisme sioniste, fasciste aussi, parce que l'entité sioniste, il faut le rappeler, est une entité fasciste, raciste, suprémaciste, est en train aujourd'hui de perpétrer un génocide contre une population. On vient d'avoir les derniers chiffres. Crimes de guerre, génocide. Tout à fait, nettoyage ethnique aussi. On parle de plus de 18 000 morts, 50 000 blessés. Sans parler de ceux qui sont sous les décombres. Sans parler de ceux qui sont encore sous les décombres. Et il faut dire aussi que le nombre de déplacés dépasse aujourd'hui les 85%. Alors le parallèle qu'on peut faire, c'est que le colonialisme va traiter les mouvements de libération de terrorisme, lui coller tous les adjectifs, etc., mais finit toujours par se mettre autour de la table des négociations. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on ne peut pas mettre un terme à la volonté des peuples. On ne peut pas écraser un peuple. Alors, on peut aller jusqu'à un certain niveau, mais la volonté des peuples finit toujours par vaincre. Hier, le colonialisme français et l'impérialisme français est mort à Alger, il faut le rappeler. Et je suis persuadé que ce colonialisme sioniste mourra rasa. Mourra rasa, ouais, c'est ce qu'on souhaite tous. On va passer quand même à la rubrique, on va continuer, mais pour essayer de gérer le temps comme je peux, parce que c'était bien de faire le parallèle entre les deux. En fait, même le peuple palestinien le dit souvent, notre exemple, c'est la guerre de libération nationale, c'est le peuple algérien, c'est leur force, leur courage, et je pense que c'est de ça aussi qu'ils puisent un petit peu leur courage et leur résistance. Mais on passe tout de suite pour laisser Hicham, parce qu'on va rester dans la continuité finalement. C'est absolument une continuité. Donc on oublie le jingle, c'est même pas la peine. Aujourd'hui on enlève le jingle, c'est pas parce qu'on est en plein dedans. Donc oui, je vais carrément commencer par la dernière phrase utilisée par mon ami Sami. Alors, les mouvements de libération mondiale ont souvent été accusés de terrorisme, comme vous l'avez si bien dit, et l'histoire leur a rendu justice. Donc la Palestine ne fait pas exception. Accuser aussi tous les mouvements de libération de terrorisme est généralement un prélude à la commission des violations les plus odieuses contre ses membres et le peuple auquel il appartient. Cela inclut les meurtres aveugles, la torture, l'utilisation d'armes internationalement interdites et les déportations, et atteint même le stade du génocide, comme ce fut le cas pour les Indiens du continent américain. C'est-à-dire l'histoire va reprendre son rôle et les expériences. Et là, je voulais justement montrer cette succession des fautes commises par le colonisateur, c'est-à-dire quelle que soit sa nationalité. Et je voulais commencer par Geronimo, ça veut dire le symbole des Indiens des États-Unis et la guerre des Apaches contre l'occupant américain et contre le Mexique aussi. Par la suite, c'est toujours le début du XXe siècle.
Hajar, si tu peux nous montrer la prochaine image. Pour donner Lilia, je voulais montrer des visages et des cas réels de cette résistance qui a tenu face aux colonisateurs. Et là, Hassan, si on parle de Ho Chi Minh. Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, une petite. Justement, je voulais débattre à travers ces symboles de résistance. Ho Chi Minh compte les Algériens, c'est-à-dire le mouvement national a commencé à s'imposer en France, parce qu'on doit rappeler que l'idée d'indépendance a germé dans les milieux ouvriers en France, autour de l'étoile nord africaine. Et bien le premier siège qu'a eu cette association, c'était le siège c'était Ho Chi Minh qui avait mis à la disposition à Paris son siège du mouvement de libération à l'étoile nord africaine. Pour dire un petit peu le rapprochement. Il y a toujours et puis la première délégation algérienne qui a été invitée à l'international anticolonialiste, c'était grâce, encore une fois, à Ho Chi Minh. D'ailleurs, c'est quelqu'un... Juste après aussi avoir vu ces images, Géronimo, il y a une chose qui m'a particulièrement marqué, c'est que les Amérindiens sont comme sortis des entrailles de l'histoire avec ce parallèle qui a été fait avec la danse aussi. La danse, indienne, voilà, exactement. C'est vrai. Voilà. Des similitudes. Voilà, et c'était aussi un soutien. Et la danse, oui. Tout à fait. C'est un soutien aussi de ce peuple qui a été complètement génocidé en Amérique du Nord pour aussi la défense de la cause palestinienne. Et ce continuum historique est assez touchant et c'est un message aussi très important. Oui. Tout à fait. Voilà, donc vas-y Liliane. Oui, alors continue. Donc la prochaine image, aussi je voulais parler de notre histoire des manifestations du 11 décembre, en même temps les différentes intifadas, en plus la résistance palestinienne, et aussi pour montrer à travers ces personnalités la résistance qui a duré dans le temps, et en fin de compte, les peuples qui ont été représentés par ce genre de résistants ont fini par avoir leur indépendance et leur juste cause. Donc il y a une autre photo? Tu vas une prendre autre, la prochaine? voilà. Là, je parle de Omar al-Mukhtar. Voilà, donc... C'est également, donc en Libye, c'est l'homme qui a incarné la résistance contre les Italiens. Donc, contre les Italiens. Voilà, Omar al-Mukhtar. Un résistant qui n'a jamais renoncé jusqu'au bout. Hein, c'est ça. Il a refusé toute forme de corruption. De renonciation. Non, c'est celui qui, c'est comme ça qu'on le qualifie, c'est celui qui n'a jamais renoncé. Presque 20 ans de résistance. Voilà. Et la prochaine image. Oui, alors là on est toujours sur... Voilà, c'est toujours Omar al-Mukhtar, durant son arrestation. Et là, bien sûr, je voulais parler de notre symbole, voir le symbole universel, c'est l'Arbi Ben Mehdi. Et là, je vais juste citer... la citation, la célèbre citation emblématique. Donnez-nous vos bombardiers ou vos avions, on vous donne nos couffins. Voilà, Exactement. ça veut dire toujours une résistance avec de simples moyens, mais en parallèle, toujours le colonisateur traite les résistants comme étant fellaga, comme étant terroristes, comme étant hors-la-loi. Mais pour ne pas perdre le fil, ce que vous venez de citer, cette fameuse phrase de l'Arbi Mehdi, elle a été reprise justement par des Palestiniens qui, d'ailleurs c'est une séquence qui a fait feu, enfin elle a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux où on a mis, c'est exactement ce qui se passe actuellement à Gaza. Voilà, et ils ont mis... le parallèle, c'est-à-dire quand on compare ce qui s'est passé en Algérie et la colonisation, elle est exactement la même colonisation. Parce que les Français, quand ils ont décidé à partir de 1845 d'occuper l'Algérie et de créer une colonie de peuplement. C'est exactement pareil. Donc nous avons le cas palestinien, c'est également une colonie de peuplement. Parce que dans l'imaginaire de l'entité sioniste, ils ont donc une stratégie, une volonté génocidaire, parce qu'il fallait se débarrasser du peuple palestinien par tous les moyens. Donc par la terreur, c'est une manière de les pousser à fuir, donc à quitter leur territoire, ou bien les exterminer. Quand ils restent, on les extermine, ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui à Gaza. Et
l'objectif, c'est d'établir cette colonie de peuplement. Ça n'a pas marché en Algérie, même si les Français avaient à un certain moment cru qu'ils avaient gagné la partie. En 1830, ils ont célébré le centenaire en grande pompe. Malgré la crise de 28, ils ont mobilisé des moyens colossaux pour dire que nous allons rester. Quelque temps après, toute une révolution qui va être... Et d'ailleurs, pour rebondir aussi sur les propos de Lilia, la glorieuse révolution de novembre 54 est aujourd'hui clairement un modèle pour les Palestiniens. Ils le disent concrètement. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que la résistance palestinienne a, dès les premières heures même après le 7 octobre, gagné la guerre de la communication et la guerre médiatique. La guerre des médias, oui, jusqu'à maintenant. Et jusqu'à aujourd'hui, effectivement. Et ça, c'est un élément qui est extrêmement intéressant de On en a parlé hier avec un invité qui était très intéressant, journaliste des fake news, justement, du moment. Voilà, et autre point aussi, on a vu Omar El-Mokhtar, et ce qui est aussi extrêmement important de rappeler, c'est que le peuple libyen s'est mobilisé pour soutenir notre glorieuse révolution. On se rappelle la bataille d'Issine et d'autres faits d'armes aussi du peuple libyen qui a inconditionnellement soutenu notre glorieuse révolution. Très bien, alors on continue. Il y a d'autres images. Il y a d'autres images justement. Là justement, je parle une femme du Viet Cong. Là justement, il y a une résistance qui a fait face à l'impérialisme américain dans les années, de 55 jusqu'à 75, durant la guerre du Vietnam. Et on voit après la photo d'après suivante. Il y a aussi la femme algérienne. Voilà, là on parle de Madiba, on parle de Mandela, de l'avocat du résistance. Du militant. Même lui, il a fait face à l'apartheid, ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'il y a encore des résistants palestiniens qui sont dans les geôles sionistes jusqu'à nos jours. Il y a des milliers peut-être de Madiba en Palestine. Exactement. C'est parce qu'ils ont dénoncé cet État. Parce que ceux qui veulent nous présenter aujourd'hui l'entité sioniste comme un État démocratique, etc., ils se trompent. C'est un État barbare et sauvage. Mais d'apartheid. C'est un État raciste. Parce que même dans sa constitution, c'est dit, c'est un État qui est créé sur la base uniquement pour les Juifs. Donc tous les autres sont considérés comme étant des sous-hommes, donc des non-personnes. Et puis quand on regarde cette constitution, vous savez qu'ils n'ont pas un territoire, ce qui est dangereux, parce qu'ils n'ont pas délimité leur territoire. Donc c'est un État expansionniste. C'est pourquoi il est dangereux. Donc, Hassan, même à l'intérieur de leur univers sioniste et colonialiste, il y a aussi ce genre d'apartheid, ce modèle d'apartheid envers des juifs de Falacha. Exactement. Voilà, donc on va voir l'image prochaine. Oui, mais tu ne m'as pas laissé parler. Je voulais dire que c'est quelque chose. Je parle moi aussi, non? C'est pas grave. Non, mais je voulais revenir sur... Parce que c'était important pour moi de le dire. Quand vous avez dit, il y a beaucoup de Madiba à ce moment-là, en ce moment à Gaza. Parce que quand on a vécu cette semaine, ces 6 jours de trêve, où l'entité sioniste disait que voilà, elle libérait des Palestiniens, mais elle les libérait, mais en même temps, elle en emprisonnait d'autres. Donc c'est une machine qui ne s'arrêtait jamais. Et des fois le double, il faut savoir. Voilà. Et pour revenir aussi important. Sur ce que Hassan a dit, c'est que oui, ça, il faut le rappeler, l'entité sioniste aujourd'hui est basée même sur un projet expansionniste et qui veut s'étendre sur plusieurs autres pays. C'est-à-dire que c'est un danger pour pour la région et pour le monde aussi. Et là, j'aimerais m'arrêter 2 secondes dans la rubrique de Hicham parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de temps. On va continuer avec tes photos, mais il fallait que je passe cette vidéo parce qu'on est en plein dedans. Il faut aussi saluer, parce que là, on est en train de saluer ceux qui ont fait les révolutions, la résistance, etc., que ce soit en Algérie, Allah yarham shuhada, ou dans d'autres pays. Mais il faut saluer aussi aujourd'hui, spécialement avec ce qui se passe à Gaza, les journalistes qui font un travail malgré tout ce qu'ils subissent. Et cette vidéo vous montre juste le courage de ces journalistes à Gaza qui, malgré tout, continuent à travailler. Ils le disent clairement, on ne va pas s'arrêter. Regardez cette petite vidéo.
Voilà, ce sont donc tous des journalistes, hommes de presse, caméramans qui disent on va rester ici, سوف نبقى هنا, et c'est pour juste saluer aussi leur courage et leur professionnalisme. Oui, Et Hicham. pour terminer en beauté, Lilia, je vais diffuser une photo d'une résistante. Oui, elle a grandi depuis. Enfin, oui, elle a grandi. Enfin, il y a une autre photo. Oui. C'est Ahd Tamimi. Voilà, donc c'est pour parler de la nouvelle génération de résistants. Oui. Plus tard, ces personnes-là vont être, enfin, aujourd'hui, c'est des symboles de résistance, mais plus tard, l'histoire va retenir ce genre de personnes dans les annales et dans le classement des résistants à travers le monde. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Il faut moi, que vous c'est reveniez, moi. hein, parce que c'est pas possible. C'était tellement intéressant que il faut revenir. Oui, Donc, avec plaisir. il y aura encore d'autres dates à Avec célébrer plaisir, oui. de l'histoire. Et franchement, vous serez les bienvenus parce que c'est toujours un plaisir. Bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'invités et c'est normal, on a donné la parole à tout le monde. Mais la prochaine fois, on essaiera de faire aussi une spéciale pour vous écouter. En tout cas, bravo. Parce que je sais qu'aussi rapidement, Samy, vous êtes engagé aussi dans le mouvement associatif et notamment en rapport avec la Palestine. Oui, n'est-ce pas? enfin, j'essaye par tous les moyens d'apporter aussi humblement une pierre à l'édifice du soutien inconditionnel de la Palestine et aussi de nos frères sahraouis qui aussi souffrent aujourd'hui d'un... Qui restent les deux dernières, voilà, les deux dernières colonies. colonies. Et donc, je profite aussi de cette occasion pour dire vive les résistances, vive la liberté et l'indépendance pour le peuple palestinien et sahraoui, Inch'Allah. Inch'Allah. Hassan, dernier mot? Dernier mot, donc on doit s'incliner donc tous à la mémoire De nos de martyrs. tous qui se sont sacrifiés pour que vive l'Algérie libre et indépendante. Et à travers leur sacrifice, c'est un sacrifice pour tous les peuples qui Opprimés. souffrent dans le monde. Exactement. والله ينصر غزة surtout تحيا فلسطين. Voilà, comme j'ai l'habitude de dire. Hicham. Il y a gloire à nos martyrs, voilà, et toujours plaisir de parler de cette guerre de libération qui a symbolisé la résistance juste On à est travers, tous là à travers grâce le eux, monde. hein. Voilà, c'est Voilà. grâce à eux qu'on travaille, c'est grâce à eux qu'on est là, que la Leur femme sacrifice suprême. Tout à fait, exactement. Allah yarham shuhada, voilà, ou tahia Palestine, ou Inch'Allah, en attendant qu'on puisse dire, voilà, Palestine, wahda, tout simplement, voilà, wahda. C'est notre rêve à tous, voilà. Et on continuera à en parler à chaque fois dans cette émission, Inch'Allah, et soutenir donc nos frères et nos sœurs palestiniennes. Merci, vraiment, c'était un plaisir. Hassan Arabe, je le rappelle, c'est quand l'émission? Ce soir. Ce soir, à comme par 21h30. hasard. Ben voilà, on fait la promotion. Ce soir, 21h. Et certainement, dossiers de la mémoire, tu oui. reviendras sur Exactement, bien cette sûr. date avec encore plus de détails, avec un invité. Avec 4 invités. 4 invités, donc ce sera un débat. Très bien. Ne ratez pas l'émission, les dossiers de la mémoire ce soir à 21h sur Canal Algérie. Samy, vous revenez quand vous voulez, c'est un plaisir. Plaisir partagé. Et vous venez quand vous voulez. Voilà, n'attendez pas qu'il y ait une date, il faut toujours parler d'histoire et on essaiera de le faire. Merci. Hicham, à Lilia, dimanche la prochain. prochaine. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. Voilà, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Il y avait Soraya Hamoudi à la réalisation. Hajas Bessa au script, Anna, toute l'équipe du studio numéro 7, toute l'équipe de la régie numéro 7. On vous souhaite de passer une excellente fin de journée et à dimanche prochain. On sera en direct à 15h. Au revoir.